Bienvenue dans ce nouveau numéro de PAF, un PAF un peu spécial, puisque nous allons parler, on vient de s'apercevoir en réalité, qu'il y a des élections présidentielles dans un peu moins de 2 mois, et tout le monde s'en fout, ou presque. Enfin, on va en parler, en tout cas. On va parler de ces élections présidentielles qui se présentent, qui ne passionnent pas visiblement les Français encore. Peut-être est-ce que c'est la cristallisation, va-t-elle arriver ou pas? On va en parler avec Laurence Mogeste. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la référente, comme on dit, Reconquête des Yvelines. Et Reconquête, c'est le parti d'Éric Zemmour. d'Éric Zemmour. Donc bravo. moi, je ne me moque pas du tout des élections. Là, c'est bien parti pour nous. Là. Alors maintenant... Non, je plaisantais, mais c'est vrai j'ai bien compris. c'est vrai qu'il y a une certaine indifférence. Peut-être on pourra se demander pourquoi. Jean-Charles Lajoigny, bonjour. Bonjour. Vous suivez de près, évidemment, ces élections présidentielles. Ah bah oui, moi ça me passionne aussi. Ouais. Absolument. La maison d'édition Lajoigny se porte bien? Très bien, très bien. On sort un beau livre, j'ai oublié de vous l'apporter, mais la prochaine fois. On en reparlera, ça fait intéressant. Laurent Mazory, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Vous êtes adjoint au maire d'Elancourt. Vous êtes membre de l'IDI et président de TV78. J'ai tout dit à peu près. Oui, également de tout ce qui est contribuable. visible. N'oubliez jamais contribuable, comme tous ceux autour de cette table. Contribuable, honnête. Évidemment, par définition. Et Raphaël Matin-Duvigneau, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence de droit public à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Peut-être qu'on peut commencer par quelque chose d'actualité, c'est-à-dire que dimanche, il y a eu un coup de fil très très long entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine qui va aboutir peut-être à une rencontre entre Joe Biden et Vladimir Poutine. Et alors, on ne va pas parler de la situation en Ukraine qui peut évoluer d'heure en heure. Ce qu'on pourrait dire aujourd'hui, maintenant serait faux dans quelques jours. Mais je vais vous interroger sur, au fond, est-ce qu'il y a des conséquences, est-ce qu'il peut y avoir des conséquences de cette suractivité, j'allais dire, d'Emmanuel Macron dans ce conflit, de la position qu'il prend? Est-ce qu'on ne peut pas se dire, au fond, si on regarde les candidats, qui pourrait en faire autant? Oh ben, je pense tout le monde. Oui. Enfin, je veux dire, je trouve très bien... Laurence Mogeste, vous voyez Éric Zemmour là, face à Poutine? Oui, parce que essentiellement, Éric Zemmour, il a aussi l'analyse, je dirais, en l'histoire de pourquoi ça se passe comme ça en Ukraine. Il faut quand même revenir sur le fait que l'OTAN encercle la Russie quand même depuis déjà pas mal de temps et que la Russie se sent un petit peu menacée. Et donc, je pense que c'est intéressant d'avoir une analyse la plus objective possible, historique, évolutive, pour appréhender un problème. Oui, vous le voyez. Donc vous le voyez face à Poutine. Ben oui, parce qu'il est, encore une fois, vous le savez, il est pétri d'histoire, donc c'est important d'avoir une portée historique pour prendre des positions sur l'actualité. Il a dit quand même hier, dimanche, en tout cas, il était dans une émission politique et il a dit une chose qui était assez incroyable. Il dit voilà, ce que je ferai, l'Europe fera comme moi. Sauf que c'est pas fait d'avance, ça. C'est pas joué d'avance ce genre de position. C'est pas parce que le président français dit quelque chose que l'Europe le suit forcément. Bon, c'est peut-être qu'une expression, je ne sais pas, je n'ai pas entendu, mais en tout cas, je pense qu'il aurait tout à fait la ferveur de prendre position. Pardon, non, allez-y. Pour répondre à votre question, oui, je pense que Valérie Pécresse ferait très bien le job. Éric Zemmour, pourquoi pas. Qui a d'autres comme candidat Yannick Jadot. Alors Yannick Jadot, je suis quand même nettement moins convaincu. Christiane Taubira, alors bon, non plus. Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon, c'est un peu comme Zemmour, quoi. Ils sont un peu curieux avec leur rapport avec la Russie et tout. Donc moi, ça m'inquiète un peu. Donc disons que Valérie Pécresse ferait bien le job, quoi. Alors Valérie Pécresse. En tout cas, on est certain que le risque Taubira et Hidalgo est écarté. Voilà. Donc on n'a pas à se poser cette question déjà. C'est déjà un point positif. Voilà. Valérie Pécresse, alors, d'abord, elle parle russe, je crois, donc c'est ce qui est un atout. Après, alors, voilà, vous avez Vladimir Poutine qui est quelqu'un d'homophobe, de misogyne, etc. J'allais dire cet argument, j'ose à peine le dire, mais est-ce que dans l'inconscient français, une femme aurait le même rôle qu'un homme ? Dans l'inconscient d'un petit nombre de Français, je ne dis pas dans l'inconscient collectif.
Enfin, personnellement, j'espère que oui. Oui, j'espère que non, quelle que soit cette femme, d'ailleurs, enfin, c'est une question. Que oui. Je pense que depuis les époques Thatcher en Grande-Bretagne, j'espère qu'on est passé au-delà de ça. Et je pense que s'agissant de Valérie Pécresse, et ce serait le cas pour d'autres aussi, compte tenu des compétences des personnes en question, de la connaissance y compris historique que vous évoquez, Madame Mogès, je pense qu'on a aujourd'hui tout à fait confiance dans une femme, et j'espère qu'on ne fait plus de différence pour le traitement des dossiers internationaux. D'ailleurs, bien souvent, elle se montre beaucoup plus mesurée et plus réfléchie que nous les hommes. Et on notera que les dictateurs sont en général plutôt des hommes que des femmes. C'est vrai. Raphaël ? Oui, on le voit également avec Angela Merkel en Allemagne. C'est une femme, elle est restée très longtemps au pouvoir et elle a été appréciée, elle a été respectée et elle était capable de discuter d'égal à égal avec un homme, que ce soit Vladimir Poutine ou avec un autre. Donc que ce soit Valérie Pécresse effectivement ou une autre femme, pourquoi pas. Je pense qu'aujourd'hui les mentalités ont changé et elles sont capables de gouverner un pays comme n'importe quel homme, comme n'importe quelle personne, pardon. Après, au-delà de ça, je pense que ce que cela met en exergue, c'est le rôle et le positionnement de la France en Europe et de l'Europe pour pouvoir peser dans le monde. Tant qu'on n'aura pas eu une défense, ou qu'on n'aura pas une défense européenne, et on sait que depuis plus de 40 ans, on y travaille sans jamais y aboutir, et tant qu'on n'aura pas non plus pris en compte le fait qu'en réalité, la défense européenne de la France, d'autant plus maintenant avec le départ de la Grande-Bretagne, eh bien, c'est l'armée française, et qu'on n'aura pas pris en compte, c'était peut-être une des rares bonnes idées de François Hollande, les dépenses de l'armement français dans les critères d'équilibre financier de Maastricht, on aura moins de poids. Et donc, à un moment donné, il faut aussi que la France parle avec ce qu'elle est capable de représenter, c'est-à-dire aussi une puissance nucléaire majeure. Et c'est ce qui donne du poids à la diplomatie. Hein. Sinon, vous avez raison, il ne faut pas rêver. Il n'y aura jamais de défense européenne. On est incapable de s'entendre avec l'Allemagne, qui à chaque fois torpille tous les efforts qu'on peut faire de construire des choses en commun. Et à chaque fois, c'est les Allemands qui nous lâchent. Les seuls qui semblent un peu avec nous, c'est l'Italie et l'Espagne qui font effectivement de gros efforts, etc. Ouais. Mais sinon, les pays du Nord se réfugient derrière le bouclier de l'OTAN, et puis en disant de toute façon, on a l'OTAN, et puis on a aussi l'Europe si jamais on a besoin. Donc on est absolument les seuls. Donc c'est pour ça que l'effort... l'Europe avance souvent par des crises. On l'avait dit avec l'élection de Trump, c'était en gros une chance pour l'Europe d'avoir un rôle international. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine, c'est d'une certaine façon aussi, une chose d'une prise de conscience de l'Europe du besoin qu'elle devrait avoir d'une force de défense. À ce sens, l'Europe a de la chance parce qu'il y a eu Trump et maintenant il y a Biden. Alors que, je veux dire, c'est quand même deux présidents qui sont quand même, Joe Biden. J'espère qu'il y a quand même des gens qui commencent à ouvrir les yeux en disant que c'est quand même pas le meilleur président que... Oui, je voulais juste préciser qu'en fait Emmanuel Macron, il est dans son rôle de président de la République, chef des armées, responsable des relations extérieures. Et puis aussi, n'oublions pas que la France, depuis janvier, préside l'Union européenne. L'Union européenne, donc il est dans son rôle. Oui. Absolument dans son rôle. Tout à fait, mais et puis tient peut-être des résultats. Non, c'est peut-être que l'opinion, voilà. Ça se tourne effectivement. Par ça. Il faut revenir aussi sur ce que vous venez de dire, monsieur. Je pense qu'il faut que la France renforce son armée, quoi. C'est-à-dire aussi, c'est très important de retrouver notre armée. Notre armée, on avait quand même une armée qui était colossale, qui était très forte, et il faut revenir à la souveraineté nationale. D'ailleurs, c'est ce que défend Éric Zemmour, de pouvoir se défendre avec une armée nationale. National. C'est peut-être là que, pour une fois, Zemmour et Macron se rejoignent. C'est que Zemmour veut augmenter pas mal la dotation pour la défense nationale, et Macron a fait des efforts énormes. Le président actuel, veut dire, jamais, depuis des années, le budget de la défense nationale était aussi élevé. Donc ça, c'est quand même tout à fait positif. On voit quand même l'utilité d'avoir, comme vous le disiez, une armée qui est quand même digne de ce nom, avec des manques, avec un manque de munitions, avec un manque de... Il y a encore plein de choses qui manquent, mais on est quand même extrêmement compétent des forces, des bateaux, des sous-marins, un porte-avions, tout ça, c'est quand même quelque chose qui compte énormément. La question, la construction du deuxième porte-avions qu'on a toujours repoussé en disant qu'on ne pouvait pas le financer, on a vu dans la crise qu'on était en capacité de financer le deuxième porte-avions. Et puis que c'est indispensable. D'avoir un porte-avions en permanence et pas 6 mois sur 12. C'est ça. Alors, je vous parlais de cette crise entre la Russie et l'Ukraine, parce qu'on se demande au fond quel va être l'élément déclencheur de cette campagne électorale. Et on peut poser peut-être la première question. On sait qu'à un moment, on dit, selon l'expression, que ça se cristallise, c'est-à-dire qu'on voit les tendances. Bon, on va poser la question, est-ce que ça se cristallise ? Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs ? Est-ce que c'est joué déjà ? Est-ce que ça se joue ? Est-ce que le premier tour est incertain ?
Le premier tour est plus qu'incertain, puisque, a priori, à l'heure où nous parlons, le président Macron va être bien évidemment candidat. Il est à plus de 22% ou 23%, peut-être même 24%, donc il n'y a pas de souci pour lui pour être présent pour l'instant au deuxième tour. Après, l'autre candidat ou candidate, c'est beaucoup plus... serré, oui. Compliqué, parce qu'ils sont à peu près tous à 15%. Ils sont tous les trois dans ce qu'on peut appeler la marge d'erreur des sondages. Donc il n'y en a pas un devant l'autre. Enfin, je veux dire, que ce soit Valérie Pécresse, Marine Le Pen ou Éric Zemmour, ils sont dans un mouchoir, quoi. Donc c'est très difficile de savoir. La seule chose, peut-être que Madame nous en dira plus là-dessus, mais je pense qu'il y a une petite tromperie avec Zemmour, qui fait que beaucoup de gens, comme il a été totalement diabolisé, il y a sûrement dans les sondages une sorte de refus, même en tête-à-tête ou même au téléphone, à dire « oui, je vais voter Zemmour ». Donc je pense qu'il est sous-représenté dans les sondages et qu'il est probablement bien plus haut qu'on ne le voit là. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le vote caché, Jean-Marie Le Pen il y a très longtemps. Ouais. C'est vrai que on ne peut pas le dire. Donc, les sondages avaient beaucoup de mal à apprécier la force du Front National à l'époque. Maintenant, on le sait, puisqu'il y a eu des élections. Zemmour, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Et qu'il y a des gens qui sont sur le terrain qui rapportent qu'ils voient beaucoup sur les marchés des Français qui leur disent « Ah, il parle un peu durement, tout ça, mais peut-être que sur le fond, il dit des choses, etc. » Donc, on peut penser, en effet, qu'il peut y avoir un vote caché. Absolument. Et il y a sans doute un vote caché, mais il y a aussi le vote des abstentionnistes. Parce que le vote caché, ça revient à peu près à la population qui vote pour Le Pen. Donc, on n'ose pas dire. Mais il y a peut-être autre chose Ou de pour plus. Pécresse. Oui. Peu importe. Il peut avoir des gens qui disent je vote Pécresse et qui voteraient, pour ne pas dire qu'ils voteront Zemmour. Oui, mais il y a plus que ça. Il y a des gens qui sont abstentionnistes depuis des années parce qu'ils sont déçus par la politique et qu'Éric Zemmour représente quand même... Enfin, il vient d'un autre milieu. Il n'a pas eu des combats politiciens. Il ne s'est pas frotté à ce monde-là. Il vient d'un milieu intellectuel. Il a été en effet dans les médias, mais c'est très différent. Donc, il n'a pas toutes ces casseroles. Et je pense que ça peut réveiller des Français patriotes qui ont envie, enfin, de voir en Éric Zemmour un homme qui incarne la France et qui revendique son patriotisme. Oui, non, mais possible. Enfin, on pourrait dire ça de beaucoup d'autres candidats. Au fond, Yannick Jadot aussi, plutôt nouveau en politique. C'est pas que la nouveauté qui peut attirer les abstentionnistes. Je ne pense pas. Après, si vous regardez, on en parlera peut-être tout à l'heure de l'image des candidats. Elle est quand même dans l'ensemble assez négative, que ce soit Zemmour ou d'autres. Oui, Raphaël ? Oui, alors je pense qu'en fait, il y a plusieurs problématiques à prendre en considération sur cette cristallisation. Premièrement, et ça on le verra début mars, qui sera qualifié au premier tour ? Déjà, qui sera qualifié pour être candidat ? Parce qu'on voit pour l'instant que la question des parrainages, pour l'instant, est assez difficile pour un certain nombre de candidats. Donc les choses se cristalliseront vraiment au moment de la liste officielle. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, concernant le vote caché Éric Zemmour, je ne sais pas, j'ai pas d'opinion vraiment tranchée. Maintenant, effectivement, je pense qu'il y a des personnes C'est d'une incertitude, parce que même les sondeurs eux-mêmes qui ne disent pas effectivement qu'ils voteront pour Zemmour. Après, je crois aussi qu'un certain nombre de sondages se font par Internet, et il y a aussi le fait que l'anonymat libère la parole. Donc peut-être qu'il y a aussi le fait ce que disent les sondeurs. C'est ça, oui. Le fait que finalement, avec Internet, on ose dire que l'on votera pour Éric Zemmour ou pour n'importe qui d'autre. Mais là où je vous rejoins, c'est que les sondages d'opinion vis-à-vis d'Éric Zemmour, c'est comme Marine Le Pen ou comme Jean-Marie Le Pen avant. Lui était diabolisé, elle un peu moins. Et maintenant, finalement, c'est Éric Zemmour qui est diabolisé par rapport au Front National. Donc c'est vrai qu'il y a cette marge d'incertitude. Et puis, il y a aussi les gens qui pensent, qui sont convaincus ou qui ont des opinions proches d'Éric Zemmour. Mais peut-être qu'au final, au moment de voter, peut-être qu'ils changeront. Donc effectivement, il y a cette marche, il y a ce vote caché, c'est toujours assez compliqué. Oui, c'est toujours compliqué. Oui. Ah oui, il y a le réflexe de l'urne. C'était Giscard d'Estaing qui avait cette théorie en 81 en se disant, au dernier moment, Mitterrand était passé devant dans les sondages, mais l'entourage de Giscard disait, au dernier moment, il y aura le réflexe de l'urne, c'est-à-dire que les gens n'oseront pas mettre le bulletin et ils voteront Giscard. Ça, c'est pas produit comme il l'espérait. Là, vous avez tout à fait raison sur le vote caché, et c'est plus Marine Le Pen. Il y a une telle haine dans les médias, une telle diabolisation d'Éric Zemmour,
que ces mêmes médias sont en train de béatifier Marine Le Pen. C'est-à-dire que Marine Le Pen, pour moi, c'est le même personnage maintenant qu'il y a 2 ans. Je ne l'ai jamais vu autant dans les médias, il est invité partout. Franchement, la haine des médias, je veux bien. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est au contraire qui sont au service de Zemmour. Vous m'avez mal compris, je me suis mal exprimé. Je n'ai pas dit qu'il n'était pas sur les médias, j'ai dit que les médias le haïssaient. Et passaient leur temps à dire que c'était une horreur absolue. Je suis pas sûr que CNews le haïsse tellement, qu'Europe 1 le haïsse tellement. A beaucoup plus l'attaquer sur l'image qu'on a de lui que sur ce qu'il dit vraiment. Mais bon, ce que je voulais dire, c'est que Marine Le Pen bénéficie de ça, c'est que maintenant on dit qu'elle est merveilleuse. Moi je regrette justement qu'on ne s'attaque pas plus à ce qu'il dit, parce que c'est ce qu'il dit qui est plutôt dangereux que... Mais justement, j'aimerais, mais en fait on reste sur l'écume des trucs. Enfin, il faut arrêter avec cette diabolisation, il est là, il est présent partout. Un peu, vous avez vu les émissions sur CNews quand même, ou la façon quand il était... Si CNews n'est pas au service de Zemmour, alors je sais plus ce que c'est être au service de quelqu'un. Non, sur BFM, pardon, je me suis trompé. BFM, et sur... oui, mais justement, on dit aussi que CNews est en gros la télé d'Éric Zemmour, mais tout ça c'est de la caricature et ça peut. Regardez Europe 1, tous les éditorialistes ont changé. Vous avez des gens comme Mathieu Bocoté, comme ça, qui sont quand même franchement des extrémistes. C'est complètement intimiste par rapport à BFM ou par rapport aux chaînes nationales. Enfin, il est quand même avec Salamé, il a été quand même très très maltraité. Après, elle a rétrogradé. Parce que, de toute façon, il devrait comprendre que c'est contre-productif, parce qu'au bout d'un moment, quand on essaye d'incriminer quelqu'un comme ça, les Français vont finir par se rendre compte que il y a anguille sous roche. On ne peut pas manipuler les pensées, les réflexions des Français. Pourquoi il a le droit de s'exprimer? On est en démocratie. Il s'exprime. Enfin, non, Laurent. Non, mais j'essaie de, si je veux un petit peu prendre de la hauteur par rapport à tout ça, ce qu'on peut noter déjà, c'est qu'il n'y a plus de candidat crédible aujourd'hui s'il n'est pas porté par un média, quel qu'il soit. Et qu'en réalité, la candidature d'Éric Zemmour vaut parce qu'au départ, il y a un marchepied médiatique. Qu'après, effectivement, les médias se retournent, fassent ce que j'appelais du buzz ou fassent du papier en critiquant un jour ce qu'ils ont encensé la veille. C'est assez traditionnel. Oui. Mais Éric Zemmour n'existerait pas à ce niveau si effectivement il n'avait pas été porté au démarrage par ces émissions. Et c'est ce qui lui a donné en fait un porte-voix et la manière de s'exprimer. Et évidemment, d'autres candidats qui ne l'ont pas sont moins connus. Et même s'il y avait les mêmes idées, n'auraient probablement pas pris. Et donc le rôle des médias, on le revoit. Ça avait été le cas avec la candidature d'Emmanuel Macron, pour le coup, à l'époque, avec BFM. Où, rappelons-nous, les caméras de BFM, suivant le candidat Macron absolument partout, donnaient une impression, évidemment, qu'on cherche à avoir dans un meeting quand on réunit 3000 personnes et on fait en sorte que les caméras soient le moins larges possible pour donner l'impression qu'il y en a 300 000. C'est la même chose. Les médias ont eu ce rôle-là. Ils l'ont eu avec Éric Zemmour, ils l'ont eu avec Emmanuel Macron. Et regardez, ils ont même eu depuis une dizaine de jours un peu ce rôle avec Fabien Roussel. Donc là, d'un coup, on a dit Roussel. Alors après, on va venir sur qu'est-ce qu'un bon candidat. On en parlera peut-être tout à l'heure. Est-ce qu'un bon candidat, c'est celui qui a un bon programme, des bonnes idées, ou celui qui a une belle tête, qui passe bien dans les médias et qui du coup incarne. Et en gros, est-ce qu'un bon candidat ou une bonne candidate, c'est avant tout une actrice? Et du coup, j'espère que non. Pour Valérie Pécresse. Pour Valérie Pécresse, ça joue évidemment sans défaveur parce que effectivement, c'est pas une bonne actrice. Enfin, en tout cas, c'est l'impression qu'on a eue lors de l'avant-dernier meeting. Donc du coup, on se dit comme c'est pas une bonne actrice, ça peut pas être une bonne présidente. Mais ça me semble être, on se fourvoie. On n'attend pas d'un président ou d'une présidente que ce soit un bon acteur ou une bonne actrice. On attend ce qu'il y ait du fond. Et pour finir, quant à la cristallisation, tant que le président Macron ne s'est pas déterminé et n'a pas dit « je suis candidat et voilà mon programme », je ne vois pas comment on peut cristalliser, puisqu'on ne sait pas, par exemple, puisqu'on voit bien que le combat se fait beaucoup sur le régalien, en tout cas à droite, Éric Zemmour très régalien, Valérie Pécresse a été attaquée sur son discours justement très régalien. Suivant ce qu'il va aller chercher du côté de la sécurité, effectivement des affaires extérieures et des affaires intérieures et du traitement de la justice, ça aura forcément un impact sur le positionnement et la cristallisation des autres candidats. Donc on est obligé aujourd'hui d'attendre la parole du président. Mais vous pensez que ça... Oui, pardon, allez-y. Toutes les prestations d'Éric Zemmour sur CNews, c'était aussi un travail de fond. C'est-à-dire que c'était pas qu'un travail d'acteur. Historique. Donc finalement, il a progressé dans le monde des idées pendant tout ce temps-là, en rencontrant beaucoup de gens, beaucoup d'acteurs de la politique, et donc il s'est forgé une expérience importante. Donc c'était pas... Alors, je veux peut-être repréciser, quand j'ai dit il faut un bon acteur avec du fond, mais si vous n'avez pas le média ou le porte-voix nécessaire pour votre voix passe, vos idées ne passent pas. Et c'est en ça que, dans l'absolu, beaucoup de... D'ailleurs, on l'a vu à d'autres époques, où des journalistes, pas Patrice Carmouze ici présent, mais où d'autres se sont lancés en politique, à gauche, après avoir été très longtemps sur France 3, parce qu'évidemment, vous arrivez avec une notoriété que Noël Mamère, voilà, je pensais à lui, évidemment, vous écrasez, ou Jean-Marie Cavana, enfin, etc., vous écrasez, effectivement, les autres, puisque vous êtes déjà connus, et donc vous partez avec un avantage. Mais évidemment, vous avez raison, Madame Mogès, s'il n'y a pas de fond,
ça s'étiole très rapidement. Voilà. Mais si vous avez le fond et que vous avez le porte-voix, le marchepied au départ, le résultat est juste... Vous êtes tout de suite à 15, voilà, on y est. Vous êtes tout de suite à 15%. Ce que les autres n'arriveront pas à avoir, parce qu'ils n'auront pas ce porte-voix. Oui, absolument, il était connu avant d'être Il était connu avant d'être candidat. Et d'ailleurs, Après, on l'a sur le rôle porté des à être médias, candidat. on pourrait s'interroger entre les médias qui ont intérêt à soutenir un candidat et les médias qui ont intérêt à mettre les projecteurs sur un candidat parce que ça leur rapporte des spectateurs, des téléspectateurs. Ce qui était aussi le cas d'Emmanuel Macron. C'était la curiosité de l'époque. Enfin, et c'est vrai qu'à chaque fois, chaque élection présidentielle, il faut une curiosité, il faut une nouveauté. C'est ce qu'on appelle un bon client. Mais Mélenchon, c'est la même logique. C'est un client, il passe bien. Et donc, quand on invite sur un plateau, on sait qu'il va se passer quelque chose. Absolument. Et je suis désolé, alors pas à TV78, mais sur les autres chaînes, on est là pour vendre aussi ce qui se passe entre deux émissions, la publicité. Si vous n'avez pas d'audience, vous n'avez pas de publicité. Je trouve que Jean-Luc Mélenchon, c'est probablement le meilleur porte-voix pour la publicité entre les émissions. La curiosité cette année, c'est Roussel, quoi, parce qu'il faut toujours, parmi les candidats, une sorte de gars sympa, joyeux, sympathique, et qui est d'autant plus sympathique et joyeux qu'il n'y a absolument aucun risque qu'il arrive au premier tour, ni même au deuxième. Donc il est là, il a une très bonne idée, la France heureuse, vive le bonheur, la côte de bœuf, le kill de rouge et le camembert. Enfin, c'est merveilleux, ça, c'est vraiment bien, quoi. Avant, c'était La Salle, puis La Salle, il s'est un peu noyé il y a quelques années, mais maintenant, il a repris ce flambeau c'est assez amusant. Si je me permets, Éric Zemmour fait des audiences tout à fait remarquables. Hein. Bien sûr. Et sur le fond, ça pourrait être d'une façon, je dirais, neutre et impartiale. On pourrait déjà être content qu'il fasse une telle audience. Je suis totalement neutre et impartiale. Oui, absolument, évidemment. Mais tout au moins, je suis sincère. C'est intéressant qu'il fasse cette audience-là, parce que ça veut dire que les Français. C'est pour ça que je disais que les médias ont un rôle ambigu. Il y a ceux qui soutiennent et il y a ceux qui ont intérêt à faire venir des gens dont ils savent qu'ils vont faire de l'audience. Il n'y a pas que l'intérêt, je dirais, j'espère, mercantile. Il y a aussi le fait que c'est important que tout le monde puisse avoir la possibilité de parler et qu'on assure une certaine pluralité. Grâce à CNews, maintenant, quand même, Éric Zemmour, en effet, a une audience. Cela dit, on ne l'entend pas que sur CNews. On l'entend absolument partout. Et sur CNews, on entend tous ses partisans. C'est CNews qui l'a lancé. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et après, tant mieux. Juste, je reviens, un petit peu en arrière sur ce que vous disiez, Raphaël, c'est-à-dire que, oui, on saura qui a les parrainages et pas. Alors, là, il y a un vrai débat, puisque, alors, comme à chaque fois, Le Pen faisait ça à chaque fois en disant « je n'aurai pas mes 500 signatures », et à chaque fois, ils les ont, tous ceux qui disent qu'ils ne les ont pas, ils les ont généralement, mais c'est vrai qu'il y a un débat aujourd'hui sur cette règle des 500 signatures de maires ou d'élus, Il y a la bonne idée de votre ami Bayrou. La bonne idée de François Bayrou, en effet, qui est de dire, voilà, on va mettre un matelas de signatures. Le maire de Cannes, c'est très bien, David Lisnard. Aussi de Lisnard. Alors, c'est très bien ou pas très bien, parce qu'on pourrait très bien dire, la règle, c'est d'avoir 500 signatures. Si vous ne les avez pas, vous ne pouvez pas vous présenter. Oui, mais c'est de la démocratie. Non, mais démocratiquement, je ne peux pas vous laisser dire ça. Pourquoi ? Imaginez que Marine Le Pen, Mélenchon et Zemmour s'ils ne sont pas capables d'avoir 500 signatures, tant pis. Ce serait un déficit démocratique absolument monstrueux. Je veux dire, mais Raphaël est beaucoup plus expert que moi, mais cette règle des 500, en fait, elle date un peu du moment où c'était les 100 signatures d'abord, où c'était les maires et qui votaient pour le président de la République. Alors après, on leur dit c'est plus vous. Non. Ça date exactement de ça. On a laissé du pouvoir aux maires en disant voilà, c'est plus vous qui allez le nommer, mais enfin voilà. Non, les 500, vous avez quand même une Giscard, importance. Non, c'est Hollande surtout qui a fait en sorte que ça soit... Hollande, c'est pour la transparence. D'abord, c'était 100 maires, sous Giscard, c'est passé à 500, et Hollande a voulu... Ça n'a plus de logique. Ça n'a plus de logique. Vous ne trouvez pas normal qu'un maire qui dit je donne mon parrainage à X, à tel ou tel candidat, ça soit public? C'est quand même la moindre des choses. Ça ne me gêne pas que ça soit public. Je dis simplement que c'est curieux. On va parler d'un élu après. Non, mais c'est méconnaître la réalité du back-office de la politique. Ça, je suis assez d'accord que, après tout, révèle qui le veut, à qui il donne son parrainage, mais que ce soit obligatoirement public, ça pose un problème. En fait, c'est assez facile quand on est David Lisnard, et je le félicite de ce qu'il a fait, de dire je donne mon parrainage à Mélenchon parce qu'il risque, entre guillemets, à rien. Mais quand on est maire intermédiaire dans des petites collectivités qui dépendent de au moins 70% de leur budget, des dotations différentes, à savoir le département, la communauté d'agglomération, le PCI,
enfin, je dis pas qu'on le vit, mais on le sent, et que éventuellement ils dépendent aussi de leur parti pour dire tu auras l'étiquette la prochaine fois, ou tu ne l'auras pas, je mettrai un candidat en face de toi, ou je n'en mettrai pas. La liberté, elle est très 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 relative, et c'est dans tous les partis la même chose. Et c'est même plus encore, encore plus vicieux, c'est qu'à un moment donné, ce sont les partis qui décident quels seront les candidats des autres partis en fonction de leur intérêt particulier du tour suivant. C'est ce jeu-là qui pose problème, même si je comprends bien, et moi je partage l'idée que tout le monde sache qui son maire soutient. Sauf que les effets induits humains, parce que c'est que de l'humain, et les calculs derrière sont juste dévastateurs. Dévastateurs. Non, mais là vous avez raison aussi, c'est que on est dans le secret de l'isoloir en tant que citoyen quand on va voter, et pourquoi est-ce qu'on demanderait une transparence au maire de donner, il y a un vote qui doit être public, un vote qui l'est pas. Qui le disent s'ils le veulent. Pardon, excusez-moi, Madame Mogès. On voit beaucoup sur Twitter en ce moment, par exemple, je prends le cas de Valérie Pécresse, il y a eu beaucoup, effectivement, de maires qui ont, voilà, ils se prennent en photo, ils remplissent sur papier, voilà, je parraine Valérie Pécresse. Ils le font volontairement. S'ils veulent pas le faire, qu'ils ne le fassent pas. Absolument. De là, les obliger. Moi, franchement, je vois tellement d'effets pervers au système aujourd'hui. Oui, alors, et en plus, permettez-moi, il y a un côté de transparence. Je rajoute quelque chose, c'est au nom de quoi, d'ailleurs, considérerait-on que l'on devrait donner des parrainages à des candidats qui apparaîtraient dans les intentions de vote, c'est-à-dire dans les sondages, c'est-à-dire on retombe sur le débat d'avant, ceux qui seraient été connus par les médias et qui donc du coup, parce qu'ils seraient à 8% de voir leur parrainage, mais au nom de quoi ? C'est pas logique. C'est pas non plus logique. On ne peut pas non plus se plaindre que celui qui a 8% des sondages n'ait pas ses 500 signatures. À partir du moment où on considérait donc que ferait la présélection des candidats, l'impact des sondages, ça marche pas non plus. La seule solution, c'est de mettre en place à nouveau un anonymat, et se déclare qui le veut. Et là, on est dans un système, comme vous le disiez, dans lequel tout le monde a sa chance. Vous pensez qu'avec l'anonymat, la question des 500 signatures serait réglée, quoi. Mais bien sûr, mais absolument. Mais c'est une évidence totale. Vous savez, on le voit dans ce qu'on appelle les votes dans tous les endroits où on doit voter, dans les conseils départementaux, etc. À partir du moment où le vote est public et à main levée, c'est amusant. Les résultats ne sont pas les mêmes que quand on passe sur des scrutins. Mais évidemment, mais bien sûr, parce que vous êtes pris dans un groupe. Alors, je ne parle pas de l'Assemblée nationale, il y a une obligation de voter par groupe. Dans les autres instances, il y a toujours des moments où vous avez envie de parler indépendamment de votre parti, où vous pensez différemment. Et d'autant plus que vous êtes élu local. Je veux dire, il n'y a pas une différence fondamentale dans une ville de 8000 habitants entre le maire qui est UDI, le maire qui est sans étiquette, le maire qui est à droite, le maire qui est... À un moment donné, quand ils doivent décider de comment va se faire la collecte des ordures ménagères, je ne pense pas qu'il y ait une orientation particulièrement tranchée entre les différents partis. On est dans du concret. Eh bien oui, mais quand on passe au cran supérieur, évidemment, les intérêts sont différents et par conséquent, son vote est influencé. Mais de toute façon, ça avait été fait uniquement pour contrer le Front National. Bien sûr, bien sûr. C'est la preuve par le... Oui, exactement. Et pour avoir contacté les maires, parce que j'ai contacté les maires comme beaucoup de gens dans l'équipe, je peux vous assurer que cette pression, on la sent. Il faut revenir à l'anonymat, c'est ça. Bon, c'est ça la démocratie. Parce que sinon, il y a des pressions. Ta piscine qui va attendre. Bien sûr. Revenons à la question de fond. En plus, attendez, désolé, je continue parce que juste quand on voit que Anne Hidalgo peut vendre des promesses de parrainage, elle aura bientôt plus de parrainage que d'électeurs, c'est pathétique. Enfin, c'est pas du tout normal. Il y a vraiment le système de perte. Est-ce que c'est pas la règle de la démocratie, ça, après tout? Non, est-ce que c'est un déni démocratique si Zemmour a passé le parrainage, ou est-ce qu'il n'est pas capable d'avoir 500 maires qui se prononcent pour lui? Alors ça, je peux pas entendre ça. Je pose la question. Je vais vous répondre. C'est une question ouverte. Je vais vous répondre parce que quand on est à 15% dans les sondages et quand on n'a pas de parrainage, ça pose question. Et quand on sait que le parrainage. La démocratie, c'est aussi les élus locaux. C'est aussi c'est pas que les sondages. Mais dans la mesure où les élus locaux sont pas indépendants de leurs décisions par rapport à ce qu'on disait précédemment. Oui, je vous suis. S'il y a anonymat. Il y a anonymat. Éric Zemmour fait le tour des maires ou ses équipes pour persuader par rapport à un programme ce qu'il veut dire. Et là, les élus se choisissent. Là, ils peuvent pas choisir. En réalité, ils peuvent pas choisir. C'est facile quand je soutiens Valérie Pécresse de dire ça. Moi, j'ai toujours mes parrainages, mais vous, c'est plus compliqué. C'est évident. Le nombre de maires qui nous ont dit. Pardon. Excusez-moi. Le nombre de maires qui nous disent, mais attendez, on est d'accord sur tout avec Éric Zemmour, mais je peux pas. C'est la vérité du bon Dieu. C'est peut-être parce que ces idées sont indicibles. Non, c'est parce que non. C'est peut-être ça aussi. C'est peut-être que vous n'avez pas envie de soutenir quelqu'un qui pas du tout, monsieur. Mais pas du tout. Ou à des fadaises comme ça. C'est parce que le poids des partis est trop fort, Patrice. C'est après, ce sont des contraintes politiciennes de terrain. C'est encore une fois. Non, ce qui est intéressant, excusez-moi. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on se focalise sur 3-4 candidats qui sont effectivement assez hauts dans les sondages. Par contre, d'autres candidats qui sont très très bas dans les
sondages ont obtenu leur oui, parrainage. Nathalie Arthaud. Effectivement, pour Nathalie Arthaud, par exemple, vous disiez sur la pression, effectivement. Par contre, sur le plan juridique, attendez, excusez-moi. Pour un maire, est-ce que c'est moins emmerdant, si je peux dire, de dire je soutiens la candidate lutte ouvrière que de dire je soutiens le RN ou Zemmour? Vous pardonnerez l'expression probablement, sont des candidats que j'appellerais mascottes. C'est-à-dire que ce sont des candidats pour lesquels on a une sympathie, quel que soit le bord politique, et finalement ils font du bien à la campagne présidentielle. C'était le cas d'Arrête Laguillet pendant des années. Jean Lassalle, Nathalie Arthaud, effectivement. Frédéric Poutou, je ne sais pas où il en est. Mais Poutou a beaucoup plus de mal. Il a du mal, oui. Par contre, sur le plan juridique, effectivement, il y a la réalité du terrain, là je suis parfaitement d'accord. Par contre, le parrainage n'est pas un soutien, c'est simplement une caution. Absolument. C'est une caution. Et effectivement, mais j'entends, là je parle plutôt sur le plan mais effectivement, ce n'est qu'une caution. Donc, qu'un maire parraine tel ou tel candidat, ça ne veut pas normalement dire qu'il le soutient politiquement. Mais je suis d'accord avec vous, l'anonymat est peut-être plus salutaire. Vous demandez une caution à une banque sur un projet, si elle vous donne la caution, c'est qu'elle croit en votre projet. Et donc, du coup, je soutiens le projet. De toute façon, comme ils sont retenus, mais sont quand même 42. Ils sont retenus parce qu'à cause de ça, ils savent très bien qu'il va y avoir un lien entre le parrainage et le soutien. Ils sont capables de donner leur signature. Après, c'est vrai que si un candidat n'est pas capable de réunir 500 personnes sur 42 000, mais aussi, dans l'absolu, vous avez tout à fait raison, ça doit être ça. Oui, C'est-à-dire que normalement, le parrainage, ça devrait d'ailleurs, on peut appeler ça un accompagnement à la candidature, ça serait peut-être mieux. C'est pas un soutien, mais dans la mentalité des gens... On voit avec l'initiative de François Bayrou et du maire de Cannes, Lisnard, que probablement des maires vont apporter des soutiens à... Non, mais si on fait des calculs politiciens, par exemple, on pourrait imaginer que LREM aurait intérêt effectivement à s'assurer que votre candidat ait sa signature. Et c'est là où on a un problème. Mais bien sûr que c'est pas sain. Évidemment que c'est pas sain. Donc il faut sortir de là. Tout le point est là, Patrice. Et à un moment, on disait que Valérie Pécresse aussi aurait intérêt à ce que Zemmour soit là pour prendre à Marine Le Pen. Après, les calculs, ils sont toujours ils sont toujours compliqués. Je veux dire, les parties de poker, il faut être sûr. C'était vrai à un moment. Mais oui, c'est peut-être un peu moins. Non, mais ça a été vrai. Tout à fait, tout à fait. Évidemment, il fait baisser Marine Le Pen, donc c'est tout bénéfice pour Valérie Pécresse. C'était avant que Ciotti soit candidat, effectivement, et par conséquent, on se rend compte que la branche... Voilà, non mais... Alors, parlons-en de Valérie Pécresse, votre candidate. Oui. Parce que l'UDI continue à soutenir, malgré le grand emplacement, malgré... Oui, je crois que nous avons eu un débat fort dès le lundi pour revenir sur ce sujet entre le président Lagarde et elle-même, et je pense que les choses ont été réglées, en tout cas. Oui, je crois que Jean-Christophe Lagarde lui a demandé de sortir, c'est son notion d'expression, des mots de l'extrême droite. Oui, de l'extrême droite et du complotisme. Et du complotisme. En l'occurrence. Alors, il y a eu quand même... C'est pour ça que je parlais de la cristallisation, parce qu'il y a eu quand même ce meeting du Zénith, qui a fait beaucoup parler, et qui a entraîné quand même une baisse dans les sondages. Alors, dans certains sondages, elle se retrouve, Valérie Pécresse, à 12%. C'est-à-dire qu'il y avait une baisse. En même temps, il y avait un croisement des courbes avec Éric Zemmour. Est-ce que c'est joué ou pas ? C'est jamais joué. C'est jamais joué. Non, mais c'est le croisement des courbes comme ça. Quand un candidat commence à baisser, un autre à monter 2 mois avant les élections, généralement, c'est un signe. Mais ça peut changer encore. D'abord, ça peut changer parce que je crois qu'elle a réorienté son discours tout de suite après. On a vu son meeting de cette semaine, c'était pas du tout la même chose. Sans notes, sans prompteur, un peu plus improvisé. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi celui que je vous disais tout à l'heure. Tant que le président n'est pas arrivé et qu'on n'a pas le programme du président, je n'ai aucune idée de ce que peut donner les courbes qu'on voit jusqu'ici. Parce qu'une partie du programme... Vous pensez que la déclaration de candidature d'Emmanuel Macron peut le faire baisser dans les sondages ? Statistiquement, ça existe toujours un peu. Il perd systématiquement 4 à 5% dans les sondages le jour où il se déclare candidat. Donc ça peut jouer. Et là, du coup, s'il y en a un qui monte et lui qui baisse, ça peut redevenir compliqué de savoir qui sera présent au second tour. Vous pensez qu'il y a un risque qu'il ne soit pas au second tour ? Parce qu'il y a quand même une stabilité dans les intentions de vote qui est assez forte. Si passe de 24 à 20% d'intention de vote, il y a bien quelqu'un qui va récupérer les 4%. Donc quelqu'un qui était à 16 peut arriver à 20.
Donc, oui, si c'est un seul candidat qui les, ou une seule candidate qui les récupère. On sait pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est pas, rien n'est gravé dans le marbre pour l'instant. C'est vrai que c'est pour ça que je crois que tous les candidats sont unanimes pour dire il faut maintenant que le président se déclare, parce que ça devient un peu, c'est vrai que là, ça devient un peu ridicule. On est quand même à moins de 2 mois de l'élection et on fait semblant dans le parti, ils passent leur temps à tracter chez La République En Marche, ils traquent pour un candidat, ils déposent. Alors, même d'un point de vue du droit, je comprends même pas comment on peut arriver à déposer des signatures pour un candidat qui ne l'est pas. C'est curieux. Donc... Si. Justement, la Constitution le permet. Un maire ou un élu peut parrainer qui il souhaite. Qui il souhaite. François Hollande a un maire qui parraine. Michel Barnier, il y en a. Michel Barnier, alors qu'il n'avait jamais été. Voilà. C'est curieux. Oui, il y en a un. Il y en a un. Alors, qui s'est expliqué, qui a dit dans le marasme de la gauche, je souhaiterais que François Hollande présente sa candidature. C'est pour ça qu'il l'a soutenu. Mais donc, il y a, oui, en effet, des parrainages qui vont à des candidats qui ne seront pas candidats. Hein. Et c'est le Conseil constitutionnel qui demandera à chaque candidat qui aura ses 500 signatures, est-ce que vous acceptez ou pas? Voilà. Après, c'est ça. C'est les candidats qui doivent envoyer une lettre au Conseil constitutionnel pour dire qu'ils acceptent pas d'être candidats. On n'attendait pas une déclaration de François Hollande. Là. Il y a un peu plus de 3 semaines, il avait dit je vais faire une grande déclaration, je vais dire où j'en suis, ce que je fais, etc. Puis là, je crois qu'il a silence pensé radio. à sa candidature parce que je crois qu'il a un but dans la vie, c'est de faire battre Macron. Donc. Oui, et le deuxième, c'est d'emmerder Anne Hidalgo. Donc je pense que là, c'est moins. C'est pas très noble. Ségolène Royal que dans la famille Hollande, c'était effectivement une assez grande tradition. On parlera d'ailleurs des soutiens. On continue un petit peu sur Valérie Pécresse. C'est vrai que on a l'impression que sa campagne a été plombée par l'omniprésence et la force d'Éric Ciotti quand même. Ah ben, de la frange droite, de la... Plombé, je ne sais pas. L'objectif du centre et de la droite, ça a toujours été de faire une forme de synthèse, même si c'est aujourd'hui Éric Zemmour qui se revendique cette synthèse. Il faut marcher sur 2 pieds. Il faut marcher à la fois effectivement sur une politique économique qui soit structurée, pro-européenne et dans l'intérêt majoritairement de toutes les entreprises françaises, parce que c'est elles qui génèrent les emplois et pas le monde public. Et puis deuxièmement, il faut effectivement être fort dans le régalien. Et ces 2 pieds-là sont toujours assez difficiles à concilier. Donc je crois on peut marcher sur ces 2 pieds, mais quand on est obligé de faire le grand écart, c'est plus difficile d'avancer quand même. Oui, on avance moins, mais par contre, on est beaucoup plus stable. Vous voyez, donc l'un dans l'autre. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne fait pas forcément le grand écart, d'ailleurs, puisque la volonté des primaires... Alors après, on pourra avoir un débat spécifique de savoir si les partis doivent continuer cette... chose que sont les primaires qui, quelque part, nous éloignent des débats de premier tour. En réalité, on est quasiment juste à savoir qui sera au 2e tour, et on attaquait le débat de 2e tour. Et probablement que l'erreur que nous avons commise dans ce meeting, ça a été d'être déjà dans un meeting de 2e tour avant d'avoir réglé le problème du premier tour. Voilà, mais je pense que l'équilibre existe aujourd'hui. Je pense qu'il est trouvé. Le poids d'Éric Ciotti, il est aussi positif parce que après tout, il faut aussi rappeler qu'il ne faut pas s'éloigner de cet aspect régalien, parce que un des enjeux pour Valérie Pécresse et pour LR et l'UDI, c'est justement de se démarquer de manière claire par rapport au programme d'Emmanuel Macron. Je pense que cette démarcation ne se fait pas tant que ça sur le domaine économique. Il se fait plus sur le domaine régalien, mais en même temps, quand on est sur le domaine régalien, on ne doit pas aller vers des théories qui soient purement d'extrême droite. C'est là où on doit être vigilant et garder cette forme d'équilibre. Ce que le RPR à l'époque et l'UDF à laquelle j'ai appartenu savait, à mon avis, mieux faire que les partis en place aujourd'hui. En plus, avec des... Est-ce que Nicolas Sarkozy avait fait la synthèse d'ailleurs, c'est un vrai sujet. On attend la parole de François Hollande, mais on attend aussi celle de Nicolas Sarkozy. Je crois qu'on n'est peut-être pas au bout de nos surprises le concernant. Je ne sais pas à quel moment il va parler. Le commandeur va descendre, il va parler. Que va-t-il dire et à quel moment va-t-il le dire? Voilà, effectivement. En tout cas, il ne se précipite pas. On ne peut pas dire. Pourtant, il a été sollicité. Donc voilà, s'il nous entend, il peut éventuellement appeler TV78. On le passera en direct et je pense qu'on sera heureux de réaliser ce scoop avec grand plaisir. Ce qu'il va dire, mais... Je montrerai son attachement aux télévisions locales et je sais qu'il est très sensible aux télévisions de l'Ouest. Donc c'est le moment qu'il nous le prouve. Le problème, pardon, je reviens sur cette campagne. C'est vrai qu'on a eu l'impression, alors peut-être à tort, parce que sur le grand remplacement, en effet, on lui a fait dire quelque chose qu'elle n'a pas dit, mais il y a aussi l'expression français de papier qui était celle de Jean-Marie Le Pen qui a reprise Valérie Pécresse. On a eu l'impression qu'elle allait quand même chasser sur les terres d'Éric Zemmour, et il y a quand même cette vieille règle politique qui veut qu'on préfère toujours l'original à la copie. Et que quand on reprend les thèses qui ne sont pas les siennes pour aller chasser sur les terres d'un autre, on favorise plutôt l'autre que soi-même.
Oui, mais la réalité, c'est et on le voit un peu dans les sondages. Qui est la copie et qui est l'original. Je veux dire, LR et l'UDF existent depuis beaucoup plus longtemps que Non, j'entends bien. Je parlais de Français de papier, je parlais de la référence au grand remplacement, qui était quand même, là, pour le coup, plutôt des thèmes d'extrême droite. Le grand remplacement, on est d'accord, Patrice, que c'est pas ce qu'elle a dit. Non, je suis d'accord. Mais elle a pris. Voilà, le fait de parler, de reprendre l'expression a été, oui, sans doute mal interprété. Puisqu'on parlait de Nicolas Sarkozy tout à l'heure au sein du RPR à l'époque, les propos de Nicolas Sarkozy sur la problématique du traitement des migrations, de la mise en place des quotas et l'identité nationale, ils datent, alors évidemment d'après Marine Le Pen, mais ils ont, à mon sens, toujours évolué indépendamment du Front National de l'époque et du Rassemblement National d'aujourd'hui. Valérie Pécresse est dans la même logique. Non, la chance, pardon. Oui. De Nicolas Sarkozy en 2007, c'est qu'il avait face à lui une extrême droite représentée par un Jean-Marie Le Pen vieillissant. Ce qui est un peu moins le cas avec la présence d'Éric Zemmour et la présence de Marine Le Pen. Je ne sais pas, quels que soient les partis, on ne peut pas considérer demain ni aujourd'hui que tout ce qui touche à la sécurité nationale et à l'identité, c'est la propriété du parti X ou Y. Et moi, j'aimerais, et je l'entends, parfois, on prenait le cas de Fabien Roussel, mais qui nous donne ses idées sur comment on régule effectivement l'immigration en France, quels sont les quotas acceptables, est-ce qu'on doit mettre des quotas, quelle typologie d'immigrés nous voulons accueillir, quels sont ceux qu'on ne veut pas accueillir, quelle stratégie on veut mettre pour éventuellement renvoyer les gens chez eux quand on a des accords internationaux qui l'empêchent, c'est-à-dire des choses intelligentes et structurées, plutôt que de dire on va renvoyer tout le monde chez soi alors qu'on sait que c'est pas possible, que c'est certes des annonces qui sont très intéressantes et très sympathiques, mais qui n'ont aucune réalité. Au moins dans une position de Valérie Pécresse, quelque chose qui dit voici le champ des possibles. Moi, quand j'entends sur la partie de la sécurité intérieure, alors sur tous les plateaux dire il faut plus de moyens à la police, il faut que la police arrête plus. Et on fait quoi des gens qu'on a arrêtés? On les met où? Parce qu'on oublie de construire les prisons qui en vont avec. Et nous, et nos députés de tous les partis oublient de modifier la loi pour permettre effectivement que ces joueurs sont condamnés dans des incarcérations intelligentes, dans des conditions dignes d'incarcération. C'est-à-dire qu'on focalise tout sur les moyens de la police. Certes, elle en a besoin. On focalise sur les moyens de la justice. Certes, ok, très bien. Et on fait quoi de l'application des peines? On sait tous très bien que le parquet est obligé de donner des instructions de gestion économique de l'incarcération, qui fait qu'on retrouve dans les rues des gens que la police a arrêtés. Pourquoi? C'est la logique hiérarchique qui redescend, mais cette logique hiérarchique, elle est bâtie sur des problématiques économiques, stratégiques, politiques. Moi, j'entends ce genre de choses chez Valérie Pécresse, j'espère que j'entendrai chez d'autres candidats, et ça me semble être plus intelligent, en tout cas plus structuré. Il y a le faisable, il y a l'infaisable, est-ce qu'on peut modifier? Vous êtes un peu responsable de ça en tant qu'élu, en tant que maire. En France, il faut 15 ans pour construire une prison. Pourquoi? Parce que systématiquement, quand on propose de construire une prison, le maire dit « Ah oui, les prisons, c'est bien, mais pas chez moi ». Et je veux dire, systématiquement, dans n'importe quel autre pays, on peut construire une prison en 4 ans. Je veux dire, c'est pas architecturalement, c'est pas très compliqué de construire une prison. Mais non, en France, il faut 15 ans. Et il y a les recours, etc. Donc, c'est un truc qui est insolite. La question de la simplification administrative doit être d'ailleurs au centre des... C'est un vrai problème français. C'est un problème... Et là, je rejoins Gaspard Koenig. Oui, arrêtons d'emmerder les Français comme j'espère qu'il va avoir ses 500 signatures, parce que là, ce programme de simplification, c'est extraordinaire. En centre commercial, c'est la même chose. C'est traité de la même façon. Voilà. Mais c'est moins... Je suis moins gêné. J'ai plus envie qu'on construise... On peut réformer les PLUI. Oui, on peut reconnaître que c'est Éric Zemmour qui a mis dans le débat public le souci de l'identité et de la France et de la sécurité. C'est quand même lui qui porte ça avec des solutions qui Alors justement, je voudrais qu'on dise un mot de ce thème du grand remplacement, parce que là, moi, j'ai toujours pas compris. C'est quoi? Il y a 100 000 immigrés chaque année en France. Avant qu'ils fassent le grand remplacement, il faudrait, je ne sais pas, d'abord qu'ils ne meurent jamais. Ensuite, puisque pour que ça s'ajoute les uns aux autres, ensuite que les 50 millions de Français fassent leurs valises et aillent ailleurs pour qu'il y ait le grand remplacement. Je n'ai toujours pas compris. Je ne suis pas le seul. Des démographes comme Hervé Lebras disent mais c'est complètement fantasmatique. Il faut surtout raisonner sur le sol. C'est-à-dire que... Je connais Renaud Camus qui est le père de ce grand remplacement, qui est en effet un écrivain un peu sulfureux, mais bon, très chic, comme ça, très gentil. Mais bon, c'est un écrivain, quoi. C'est ni un économiste, ni un penseur. Il n'est pas le père du grand remplacement, c'est celui qui l'a identifié. Et alors, il faut tenir compte aussi du l'auteur de l'expression, pardon.
Oui. Et c'est vrai qu'il faut tenir compte surtout du solde, c'est-à-dire qu'il faut, là, quand on compte les immigrés qui arrivent et on enlève les immigrés, enfin les personnes qui quittent la France, il faut tenir compte uniquement des immigrés qui arrivent. Et quand on a quand même des yeux qui savent voir, on peut se rendre compte en effet que... Vous ne pouvez pas ne pas tenir compte de ceux qui s'en vont. Il y a beaucoup... Dans l'arrivée des immigrés, il y en a beaucoup qui sont de passage et qui s'en vont très vite. Il y en a à peu près 100 000 qui restent chaque année. Des personnes qui quittent la France, il y a aussi des gens qui sont bac plus 5 et qui quittent la France. En tout cas, je pense que quand on est dans certains quartiers et quand on voit ce qu'on voit, on se rend bien compte quand même que la population change. Il y a des quartiers où on n'a pas besoin d'être grand clerc pour s'en rendre compte. Donc il y a un problème. De le mettre en avant, je trouve que c'est tout à fait courageux et de pouvoir en parler. Et je pense qu'Éric Zemmour force toute la classe politique à soulever ce problème et à le regarder en face. Je pense que il dit pas qu'il est pas du tout contre les immigrés. Il est contre les immigrés qui n'aiment pas la France, qui renient la France, qui font du mal à la France, les délinquants, les gens qui sont. Pour les délinquants, immigrés, pas un candidat, même Nathalie Arthaud, je pense qu'elle n'est pas favorable aux immigrés délinquants qui renient la France. Si vous prenez des mesures, ça va quand même plus loin que ça, ce qu'il dit. Non, je pense qu'il ne faut pas non plus tout mélanger. Il y a aussi des termes et des mots que personne n'ose plus employer, parce que dès qu'on les emploie, visiblement, on vous menace de vous faire couper la tête. Quand on voit le reportage qui a été diffusé sur M6 sur Roubaix, on ne peut pas nier le fait qu'il y a quand même un certain changement dans le tissu urbain à Roubaix. Donc ça, on peut toujours dire tout ça n'existe pas. Ça existe. Donc ça, c'est vrai. Moi, je le vois, je donne des cours à l'IUT de Rambouillet. Je veux dire, ça fait 20 ans. Je veux dire, il y a 20 ans, je n'avais pas d'étudiants de voilés. J'ai des étudiants de voilés. Donc ne nions pas ça. C'est pas un problème, mais c'est une réalité. Donc ça existe. Alors dire que tout ça n'existe. Vous avez le droit d'être voilé en université, c'est la loi française. Mais je ne dis pas qu'on a le droit, qu'on n'a pas le droit. Il y a 20 ans, il n'y en avait pas. Maintenant, il y en a. C'est tout. Non, mais il y a une question de quantité aussi. Vous pouvez dire de temps en temps, il faut admettre la réalité. Et que ce qui se passe à Roubaix... Et alors et après non, mais si ça vous gêne pas... Non, mais si c'est une revendique française comme vous et moi, je ne vois pas en quoi ça... Patrice, si ça ne vous pose aucune question, ce qui se passe à Roubaix, ce qui se passe dans certaines banlieues, dans certaines choses... Non, mais c'est important. Il y a des quartiers, il y a des problèmes dans un certain nombre de quartiers. Donc il y a bien des quartiers, monsieur, ça vous pose des questions. C'est surtout une question de nombre. C'est toujours une question de nombre. On dit qu'au bout d'un moment, la quantité se transforme en qualité. C'est ça le souci, réellement. C'est-à-dire que je crois que c'est très important et très salutaire pour la France. Non, je voudrais terminer. Je vais aller jusqu'au bout de mon idée. Sinon, je ne vais pas y arriver. Donc, je pense que c'est très, très important qu'Éric Zemmour ait le courage, le cran de dénoncer ça, de dire il y a des possibilités pour, en effet, que la France devienne musulmane un jour. C'est possible. Ça s'est déjà vu dans l'histoire. Ça peut se reproduire. Donc maintenant, on peut s'en moquer. On peut se dire, bon, ben voilà, c'est la vie, les peuples changent, les civilisations meurent. Mais voilà, nous, il y a 1 800 000 de musulmans aujourd'hui, donc il y en a un tiers qui va à la mosquée, donc il y a quand même le temps encore avant qu'ils deviennent 50 millions. Il faut rajouter à ça l'islam radical et la force, et aussi le fait que la France se dénigre depuis quand même des décennies, que l'éducation nationale, je voudrais continuer, merci, que l'éducation nationale fait en sorte qu'on ne met pas en valeur la France comme ça a été fait dans les générations passées à l'école. Donc il y a une mauvaise image de la France aux yeux des enfants, et en même temps il y a une civilisation qui, elle, est très forte, qui, elle, est très forte de ce qu'elle est, défend ses valeurs et qui arrive dans notre pays. Donc on peut se poser la question. On ne met pas en place, on ne veut pas décider avoir des idées inhumaines. C'est pas du tout le problème. C'est protéger notre France parce que c'est la France qui nous importe et c'est important déjà de mettre ça dans le débat public et d'en parler. Et grâce à Éric Zemmour, on en parle encore aujourd'hui. Justement, pardon, j'avais une question plus générale. Justement, est-ce qu'on n'est pas... Alors, parce que dans ce discours-là, il y a aussi un peu l'idée que la France est en crise, que tout va mal, qu'on est incapable de défendre nos valeurs. Est-ce qu'il n'y a pas un peu, et je pense que ça a un rapport avec le fait qu'au fond, cette campagne ne prend pas beaucoup,
on se fait engueuler par tout le monde, quoi, par tous les candidats. C'est-à-dire, tout va mal. Alors, c'est la faute des... Les musulmans se font engueuler, les Français se font engueuler, tout le monde se fait engueuler. Comme si c'était... Non, c'est vrai. Comme si... Il n'y a pas de discours. Peut-être que la candidature de Macron va changer les choses. Un peu d'espoir, quoi, d'avenir, de quelque chose d'un peu rayonnant, d'un peu... Il y a Roussel. La vie heureuse. Il y a Roussel. À part Roussel. Non, mais c'est vrai. Non, vous ne trouvez pas qu'il y a un discours un peu... Mais dénoncer les difficultés, quoi. Il n'y a rien de plus source d'espoir que de dénoncer les difficultés. Et si oui, vous êtes on a malade, l'impression qu'il n'y a que des il difficultés. On a un pays qui va plutôt bien économiquement, le chômage est en baisse, il y a quand même des réalités assez fortes. Et là, on a l'impression qu'on est les derniers des crétins, quoi. Si on écoute les candidats. On ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure. Alors là, je veux dire, je ne vois pas un candidat qui va dire, bah oui, nos sous-marins, cela dit, on est les rois des sous-marins, on a un beau porte-avions. Ça s'explique aussi parce que les candidats sont des candidats d'opposition. Voilà, souvent. exactement. Donc c'est un peu le job. Il ne reste plus beaucoup de temps. Alors, on va très vite. Alors, Mélenchon, puisque vous vouliez parler de Roussel, est-ce que la gauche, c'est Mélenchon, d'abord? Ah bah non. Attendez, hop, il y a un jingle avant. On a vu avec Ségolène Royal, là, qui se rallie à Mélenchon, on pourrait se dire, après tout, si vous êtes de gauche et que vous regardez un peu le marasme de la gauche, vous dites, attends, le seul candidat qui a un peu de chance, c'est Mélenchon, quoi. Non, c'est une vraie question. Non, le vote utile à gauche, quoi. Enfin, le vote utile à gauche, ouais. Mais est-ce que Mélenchon, c'est la gauche? Enfin, je sais pas, si j'étais socialiste, laïque, Troisième République, issu du... je fais un effort. Oui. D'ailleurs, je le suis, d'ailleurs, issu de l'époque des Lumières. Je me poserais peut-être la question de savoir s'il est représentatif avec la haute culture, la cancel culture et une forme d'islamo-gauchiste latent. Enfin, ça ne me correspondrait pas. Je vois mal les socialistes d'hier. Ça correspond pas à l'universalisme de la traditionnelle de la gauche. Et en plus, ce qui est fou dans son cas, mais c'est le seul qui a un peu de chance d'être au deuxième tour, quoi. Certes, mais moi, c'est pas parce que quelqu'un a des chances d'être au deuxième tour que j'ai envie de le soutenir. Vous voyez ce que Patrice, mais si je suis de gauche, encore une fois, républicain, socialiste. Et universaliste, j'ai pas envie, tout tribun qu'il soit, et même s'il vient de mes rangs, de voter pour Jean-Luc Mélenchon. Tant pis, je préférerais perdre la présidentielle et soutenir. Alors le problème, c'est que je voterai pas plus pour Anne Hidalgo. Mais si je cherche, je trouverai bien quelqu'un. Non, vous voyez. Mettez-vous un costume. Non mais. Raphaël. Je partage vraiment cette opinion. Je pense que Ségolène Royal C'est pas un gauchiste sur ce plateau. Non. Je pense que Ségolène Royal dit que Jean-Luc Mélenchon est le seul qui se trouve à gauche de l'échiquier, être capable de gagner. Voilà. Après, être capable de gouverner, c'est autre chose. Être capable de représenter la gauche telle que la gauche traditionnelle et socialiste, effectivement, Troisième République, c'est autre chose. Mais je pense que elle a une lucidité, je pense. C'est que c'est le seul qui est capable aujourd'hui, à gauche, de marquer une opposition à Emmanuel Macron. Qu'on soit d'accord avec lui ou pas, c'est pas la question. Mais c'est lui qui a le plus alors déjà le plus de visibilité, mais aussi c'est celui qui met le plus en avant son opposition et anticapitaliste, anti-tout, si vous voulez, et finalement taxation sur les profits répartis. On a vu l'entretien de Adrien Quatennens hier dans le Point. Voilà, cette vision de la société, qu'on soit d'accord ou non, je pense que c'est pour l'instant Mélenchon qui est le plus capable de. C'est le seul capable à gauche, en tout cas, de peut-être arriver au deuxième tour. D'où d'ailleurs. Je reviens au candidat préféré de Jean-Charles, d'où d'ailleurs l'accusation qui tombe sur Roussel, parce que Roussel, pour emploi fictif, dans Mediapart, très curieusement, dans Mediapart, accusé d'emploi fictif, pourquoi? Parce que Roussel, c'est le seul qui peut prendre des points à Mélenchon et l'empêcher en effet d'être au deuxième tour. Oui, parce que sans Roussel, il peut être dans les 15%. Enfin, parmi voilà. Il peut être dans les 4 qui se battent pour la deuxième place. Parce que Mélenchon est le premier à faire des appels du pied en disant à Roussel, 95% de nos idées sont compatibles, rejoins-moi. Et effectivement, comme par hasard, il y a cette sorte de boule puante qui arrive par Mediapart interposée. Enfin, je veux dire. Et je pense cela dit, LFI a tout intérêt à tuer
si je peux dire entre guillemets, Fabien Roussel. Voilà, mais bon, cela dit, à gauche, il y a quand même avant, on avait la droite la plus bête du monde. Je crois qu'on a aussi la gauche la plus bête du monde, parce que là, ils sont tous à se torpiller les uns les autres. Quand on voit cette pléthore de candidats qui jouent au yo-yo dans les sondages, Jadot, qui était à un moment quasiment à 10%, qui est complètement redescendu. Enfin, je veux dire, Anne Hidalgo, qui a jamais décollé, mais enfin, je veux dire, s'il y avait un tout petit frémissement, elle est immédiatement torpillée par Taubira qui arrive. Enfin, on dit à chaque fois, il va y avoir une surenchère. Peut-être pas ses signatures. C'est totalement dément. Ah bah oui, parce qu'elle elle est à 47 ou. Vous croyez pas que la gauche finalement est tombée en maladie, si j'ose dire, quand ils ont oublié le social pour le sociétal. C'est-à-dire que vraiment il y a eu un glissement. Un glissement. C'est une des raisons. C'est terrible. C'est terrible. Il y a ça. Il y a la deuxième raison, à mon sens, qui est plus politique, c'est le torpillage du quinquennat de Hollande par les frondeurs. Je pense que là, à partir de là, la social-démocratie a pris du plomb dans l'aile. Alors le fait que Hollande ne veuille pas affirmer quelle serait sa politique, qu'il ait voulu concilier tout le monde et qu'il se soit pris les frondeurs en pleine figure. Je pense que ça aussi. Mais vous avez raison. Le social a été oublié pour le sociétal. Ça a été théorisé d'ailleurs. Oui. On devrait les entendre, notamment sur le sort des agriculteurs, sur les zones rurales. Et c'est ce que reprend Roussel un peu à son compte. C'est sûr que c'est pas Hidalgo qui va être compétente sur le sort des agriculteurs. Oui, c'est bien pour ça qu'elle a... Hidalgo, elle a quitté Paris, elle a eu le pied de nez de la France. Voilà, c'est tout. Elle a été élue par les bobos parisiens. Et la minorité des bobos, et puis voilà. Donc, mais la gauche s'est aussi perdue quand elle a abandonné la laïcité à l'extrême droite. Absolument. Qui était une notion fondamentalement républicaine, quand même, je rappelle. Et le patriotisme. Mais tout à fait, le siècle des Lumières, patriotisme, j'impose la République au monde à l'Europe. Marshall était très patriote. Oui, Marshall, il devait détruire les foyers de la contrainte des bulldozers. Donc, c'est pour dire qu'il y avait un glissement complètement vers une gauche incroyable. Qui conduisait. Après, on n'a plus le temps, il faudrait aussi vous parliez de Jadot, c'est quand même intéressant. Quand tout le monde vous dit le grand problème des années qui viennent, c'est le réchauffement climatique et que le candidat écolo est à 5%, ça pose peut-être vous disiez, je termine juste là-dessus, il y a 2 minutes, vous nous disiez, on est tout le temps en train de se faire engueuler par tout le monde, etc. Les écolos, notamment. Mais les écolos n'arrêtent pas d'engueuler tout le monde. C'est une vision du monde, on n'a qu'une envie, c'est de se suicider quand on écoute Jadot. Enfin, je veux dire, on peut pas, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de truc, c'est fini, quoi. C'est même pas la peine de continuer à faire de la télé, des maisons, de bosser. Je veux dire, on reste chez soi, on attend de s'endormir, et puis voilà, on mourra. Plus de résidence, plus de maison à la campagne. Ah oui, ça c'est dément, ça. Et à partir de la seule idéologie en fait est reprise par tous les autres. C'est comme si moi je crée le parti de l'amour, je pense que vous serez tous adhérents à mon parti. Voilà. Oui, à un moment donné, ça se dénime, puisque tout le monde a un des débats qu'on pourra avoir. Est-ce qu'il faut que normal. L'écologie est un parti ou pas? Non, la réponse est non. Il n'y a pas de parti de l'amour. On peut fonder tous les quatre. On n'a pas abordé la moitié des problèmes dont on voulait parler, mais c'est normal. Merci beaucoup à tous. Merci Laurence Mogeste, merci Jean-Charles Lajoigny, Laurent Mazori et Raphaël Matat du Vidéo. Et à très vite pour un autre numéro donc de PAF, puisqu'il y a encore beaucoup de choses à dire.